Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Le vent de Moscou était froid ce matin-là. Mais dans l'air, on sentait surtout l'importance du moment. Le 8 mai 2025, la Russie fêtait le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Sur la célèbre place rouge, des drapeaux flottaient, les soldats défilaient au pas parfait et les présidents du monde entier arrivaient les uns après les autres. Parmi eux, un homme en particulier attirait tous les regards, le capitaine Ibrahim Traoré. Vêtu de son célèbre uniforme de camouflage et de son béret rouge, il marchait d'un pas calme mais déterminé, entouré de gardes russes en costume noir. Ce jour-là, il n'était pas seulement le président du Burkina Faso. Il était le symbole d'un continent qui se relève. Depuis des mois, Traoré parlait de souveraineté, d'indépendance, de fierté africaine. Il avait tourné le dos à ceux qui dominaient autrefois son pays. Il avait tendu la main à de nouveaux alliés, la Russie, la Chine, le Venezuela. Et c'est justement en Russie qu'il venait maintenant montrer que l'Afrique n'est plus seule. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que cette visite était aussi très risquée. Dans les couloirs du pouvoir russe, on avait reçu des informations troublantes. Quelqu'un voulait s'en prendre à Ibrahim Traoré. Pas une menace vague, non. Un plan. Un vrai. Le service fédéral de sécurité russe, le FSB, avait intercepté des signaux étranges venant de l'aéroport 2 jours plus tôt. Un homme, arrivé avec un faux passeport ivoirien, avait tenté de s'infiltrer dans la zone réservée aux délégations africaines. Il portait un badge diplomatique, mais ce badge n'existait dans aucun registre. Les agents russes ont immédiatement renforcé la sécurité. Des hommes en civil ont été déployés autour de l'hôtel où logeait le président Traoré. Des drones ont été activés au-dessus de la place rouge, en toute discrétion. Car même à Moscou, il faut rester sur ses gardes. Traoré, lui, restait calme. Il avait été informé de la menace, mais il n'a pas changé son programme. « Je ne suis pas venu pour me cacher », a-t-il dit à ses conseillers. « Je suis venu montrer que notre lutte est juste. » Ce courage tranquille impressionna même les responsables russes. Poutine lui-même aurait dit « Ce capitaine n'est plus qu'un président ». C'est une idée qui dérange ceux qui veulent garder l'Afrique à genoux. Alors que la cérémonie commençait, tous les yeux étaient rivés sur les écrans de surveillance. Un simple geste suspect, un mouvement brusque et les forces spéciales étaient prêtes à agir. Ce que personne ne savait encore, c'est que dans l'ombre, un homme préparait l'impensable, frappé au cœur même de la Russie, pour tenter d'abattre un rêve africain. La nuit était tombée sur Moscou, mais la vie ne dormait jamais vraiment. Sous les lumières des réverbères, les rues semblaient paisibles. Pourtant, à quelques kilomètres du centre, dans une salle discrète du bâtiment du FSB, l'ambiance était tendue. Un agent russe, nommé Alexei, fixait l'écran devant lui. Il regardait les images d'une caméra de surveillance installée à l'aéroport. Sur la vidéo, on voyait un homme grand, mince, habillé comme un diplomate, marcher d'un pas rassuré. Il tenait un porte-document noir et montrait à un garde un badge spécial. Mais quelque chose clochait. Le badge brillait trop. Il n'avait pas la texture des originaux. Alexei fit un zoom sur le visage de l'homme. Il parlait français, avec un accent ouest-africain. L'oreillette de l'agent grésilla, une autre caméra venait de le capter en train d'entrer dans un immeuble discret, non loin de l'hôtel réservé aux invités africains. C'était étrange. Pourquoi loger ailleurs, seul, alors que toutes les délégations avaient été logées ensemble? Le FSB lança alors une alerte silencieuse. Aucun bruit. Pas d'agitation. Mais en quelques minutes, 6 agents en civil prirent position autour du bâtiment. Une enquête fut lancée discrètement. L'homme avait utilisé un faux nom, Kofi Jean-Paul. Mais dans les bases de données russes, ce nom était déjà associé à un ancien militaire, formé en Europe et lié à plusieurs mouvements d'opposition armés en Afrique de l'Ouest. Et ce n'était pas tout. En fouillant ses communications, les agents découvrirent qu'il avait reçu des messages codés depuis un numéro basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le contenu semblait anodin, des discussions sur la météo, des horaires d'avion, des hôtels. Mais derrière chaque mot se cachait un code. Par exemple,
Il pleuvra demain voulait dire l'opération est maintenue. Ce genre de langage n'était pas nouveau pour les Russes. Ils avaient vu ça des centaines de fois pendant la guerre froide. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une guerre entre grandes puissances. C'était une guerre contre une idée. Une idée qui disait que l'Afrique devait se libérer, se relever et marcher la tête haute. Et au centre de cette idée, il y avait un homme, Ibrahim Traoré. Alors, les Russes comprirent vite. Il ne s'agissait pas seulement de protéger un président étranger. Il s'agissait de défendre une alliance, une amitié, un symbole. Le lendemain, à l'aube, une décision fut prise au plus haut niveau. Les Spetsnaz, les forces spéciales russes, seraient placées en alerte maximale. Un petit groupe serait même déployé, en secret, autour du périmètre du défilé. Ils ne savaient pas encore à quel point cette décision allait être cruciale. Car l'homme, celui qu'ils surveillaient, n'était pas seul. Il faisait partie d'un plan beaucoup plus large. Un plan pensé depuis longtemps, avec des moyens, des complices et un seul objectif, faire taire Ibrahim Traoré, là où il pensait être le plus en sécurité. Dans une pièce sombre, éclairée seulement par la lueur bleue d'un ordinateur portable, un officier russe lisait ligne par ligne un rapport classé confidentiel. Il s'agissait d'une transcription d'un appel intercepté entre deux personnes parlant français. Le temps était codé, mais le message, lui, était limpide. La cible sera exposée à 10 heures, place centrale. Une fenêtre de 7 minutes. Après, ce sera trop tard. La cible ? Le président Ibrahim Traoré. À ce moment précis, les services secrets russes comprirent l'ampleur du danger. Ce n'était pas une simple menace. C'était un attentat programmé, préparé depuis des semaines, peut-être des mois. Le jour du grand défilé militaire, au cœur de Moscou, sous les yeux du monde entier. Le plan était audacieux, presque irréel. Mais il avait été conçu par des professionnels. Selon les informations croisées entre le FSB et les services militaires, l'homme repéré à l'aéroport n'était qu'un pion. Derrière lui, se cachait une petite cellule de 3 autres personnes, toutes infiltrées parmi les spectateurs ou le personnel technique du défilé. Ils avaient loué un petit appartement à 2 rues de la Place Rouge. À l'intérieur, les Spetsnaz découvrirent plus tard des cartes, des radios codées et un plan en relief de la place. Une flèche rouge pointait précisément l'emplacement de la tribune présidentielle. Mais le plus choquant fut ce qu'ils trouvèrent dans un coffre en métal, un fusil de précision modifié, avec silencieux, capable de tirer à longue distance, et un petit drone camouflé, prêt à être utilisé comme diversion. Le plan était simple, mais redoutable. Pendant que le cortège militaire passait, un agent déguisé en photographe devait activer le drone, attirant l'attention. Au même moment, le tireur, posté sur un toit en hauteur, devait viser la tribune. L'opération ne devait durer que quelques minutes. Ensuite, tous les membres de la cellule devaient se disperser dans la foule et quitter la ville. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la Russie ne plaisante pas avec la sécurité, surtout quand il s'agit de ses invités d'honneur. Dans un échange discret, Vladimir Poutine donna son feu vert, neutraliser la menace avant l'aube. Sans bruit, sans erreur. Il ne s'agissait pas seulement de protéger un allié. Il s'agissait d'un message fort. Ceux qui osent s'attaquer à l'un des leurs s'attaquent à tous. Du côté burkinabé, la délégation restait digne, mais sous tension. Le chef de la sécurité de Traoré, le commandant Zundrana, avait renforcé les positions autour de leur hôtel. Il répétait sans cesse à ses hommes « Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce président-là, on ne le touche pas. » Dans la chambre où il se reposait avant le grand jour, Ibrahim Traoré priait en silence. Il savait que son combat dérangeait. Il savait que des ennemis, visibles et invisibles, complotaient. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que dans quelques heures, le destin allait frôler le pire. Il était exactement 3h12 du matin quand les moteurs des véhicules noirs s'arrêtèrent sans bruit dans une ruelle de Moscou. Aucun klaxon, aucune sirène. Les hommes à l'intérieur ne parlaient pas. Ils étaient 8, vêtus de noir, masqués, armés jusqu'aux dents. C'étaient des Spetsnaz, les commandos d'élite russes. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour agir, vite et proprement. À cette heure,
Moscou dort. Mais à l'intérieur de l'appartement visé, la lumière était encore allumée. L'un des suspects était debout devant une table, en train d'assembler une arme. À côté de lui, un autre regardait l'écran d'un ordinateur portable. Ils étaient calmes, sur deux. Pour eux, le plan allait marcher. Personne ne soupçonnait leur présence, pensait-il. Mais ils se trompaient lourdement. En quelques secondes, les Spetsnaz se glissèrent dans l'immeuble. Les escaliers furent montés sans un bruit, comme des ombres. Un signal radio bref, feu vert. Puis, tout alla très vite. Boum! La porte explosa sous l'effet d'un petit dispositif. Les commandos russes surgirent comme des éclairs. « Ne bougez pas! À terre !» cria l'un d'eux en français. Les suspects n'eurent même pas le temps de réagir. En moins de 10 secondes, tout était terminé. L'un d'eux tenta de fuir par la fenêtre. Il fut rattrapé sur le toit, menotté, jeté au sol. À l'intérieur, les agents trouvèrent tout ce qu'ils craignaient. Un fusil de précision monté, avec viseur thermique. Des cartes détaillées du parcours présidentiel. 3 faux passeports. Une valise contenant de l'argent en euros, en dollars et même en francs CFA. Mais ce qui glaça le sang des enquêteurs, c'était un petit carnet en pierre noire. À l'intérieur, une liste de noms. Des personnalités politiques africaines, des officiers militaires, des journalistes. Tous considérés comme dangereux par ceux qui finançaient cette opération. Et tout en haut de la liste, en lettres rouges, Traoré, priorité absolue. Les suspects furent emmenés dans un centre secret d'interrogation. Leur silence fut total jusqu'à ce que l'un d'eux craque. Il révéla une vérité choquante: l'opération avait été préparée depuis la Côte d'Ivoire, avec l'appui logistique de certaines personnes haut placées. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer Traoré, mais de créer un chaos général au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. À ce moment précis, le président Vladimir Poutine, réveillé en pleine nuit, fut informé. Il ordonna que la sécurité de Traoré soit doublée immédiatement. Il ne s'agissait plus d'un invité, mais d'un allié stratégique placé en danger. Au petit matin, Ibrahim Traoré fut discrètement convoqué dans une salle sécurisée du Kremlin. Poutine le regarda dans les yeux et lui dit « Ils ont tenté de vous abattre. Mais ici, vous êtes protégés. Vous êtes sous notre garde, camarades. » Traoré hocha simplement la tête. Il ne montra ni peur, ni colère. Juste une détermination froide. Il savait désormais que son combat avait franchi une nouvelle étape. On ne voulait plus seulement le faire tomber politiquement. On voulait le faire disparaître physiquement. Mais il était toujours là. Le jour se leva sur Moscou avec une lumière pâle, presque timide. Mais dans les rues, l'ambiance était déjà électrique. Les soldats russes prenaient position, les drapeaux flottaient fièrement et les caméras du monde entier étaient braquées sur la place rouge. C'était le 9 mai, jour du grand défilé de la victoire. Mais derrière les sourires, les uniformes repassés et les musiques militaires, une tension invisible flottait. Très peu savaient ce qui s'était passé dans la nuit. À peine quelques officiers russes de haut niveau, quelques membres du Kremlin et le président Ibrahim Traoré lui-même. Ce matin-là, Traoré se réveilla plus tôt que d'habitude. Il s'assit au bord du lit, en silence. Il repensa à ce que Poutine lui avait dit quelques heures plus tôt. « Vous êtes plus qu'un président. Vous êtes devenu un symbole. » Un symbole, oui. Mais aussi une cible. Autour de son hôtel, tout avait changé. La sécurité russe avait doublé les patrouilles. Des tireurs d'élite furent discrètement postés sur les toits. Des chiens renifleurs faisaient le tour des véhicules. Même l'eau qu'ils buvaient était testée 2 fois. Chaque mètre parcouru par Traoré était analysé, protégé, surveillé. Mais malgré tout cela, il insista pour respecter le protocole. Il voulait être présent à la cérémonie, comme prévu. Il voulait montrer au monde qu'il n'avait pas peur. À 9h45, son cortège quitta l'hôtel, escorté par un impressionnant convoi russe. À l'arrivée sur la place rouge, les tambours résonnaient déjà. Vladimir Poutine attendait au centre, entouré de dirigeants de plusieurs pays, dont la Biélorussie, l'Iran, la Chine et cette fois, le Burkina Faso.
Quand Traoré descendit de la voiture, les caméras se tournèrent vers lui. Il marchait calmement, le visage fermé mais droit, comme un soldat qui entre en terrain ennemi, sauf que le terrain, cette fois, était une scène mondiale. À côté de lui, un officier russe lui souffla discrètement à l'oreille. Le danger est écarté. Mais on reste vigilant. Traoré ne répondit pas. Il regardait déjà droit devant lui, là où des milliers de soldats russes avançaient au pas, dans un bruit sourd et synchronisé. Des chars, des missiles, des avions, un véritable spectacle de puissance. Et pourtant, ce n'était pas le bruit des armes qui impressionna les gens ce jour-là. C'était le silence courageux d'un jeune président africain, resté debout après qu'on ait voulu l'abattre. Dans les coulisses, le Kremlin fit passer un message diplomatique très clair à certaines ambassades, la Russie savait ce qui s'était tramé. Et si quelqu'un pensait pouvoir semer le chaos sous leur nez, alors il ferait face à des conséquences sévères. Pas de guerre, pas de cris, juste une promesse glaciale, comme la neige de Moscou. Dans un salon discret du Kremlin, pendant un cocktail privé, Poutine leva son verre vers Traoré et dit « Bienvenue dans le cercle des nations qui ne plient pas ». Traoré sourit légèrement. Il comprenait maintenant que ce voyage en Russie n'était pas qu'un simple déplacement diplomatique. C'était un tournant, un avertissement pour ses ennemis. Et surtout, une preuve que malgré les menaces, l'Afrique debout ne se laisse plus intimider. Le défilé était terminé. Les caméras s'étaient éteintes. Les foules s'étaient dispersées. Mais dans les couloirs du Kremlin, les discussions venaient à peine de commencer. Assis autour d'une longue table en bois massif, plusieurs hauts responsables russes et africains échangeaient à voix basse. Au centre de cette réunion, Ibrahim Traoré observait, écoutait, prenait note. Il n'était pas seulement là en invité d'honneur. Il était devenu un acteur stratégique, un allié à part entière dans un monde qui se redessine. Le rapport final de l'opération de la veille était posé devant lui. Il l'avait lu en entier. Les noms, les origines, les objectifs. Tout était clair, on avait voulu l'éliminer. Pas pour des raisons personnelles. Pas pour une vengeance. Mais pour briser une vision, celle d'un Sahel souverain, fort, tourné vers des partenariats nouveaux, loin des anciennes puissances coloniales. En apprenant que l'opération avait été coordonnée depuis la Côte d'Ivoire, avec des relais discrets dans plusieurs pays du Golfe, Traoré ne montra aucune colère. Il posa simplement une main ferme sur le dossier et dit « Ils ont eu peur. Pas de moi, mais de ce que je représente. » Poutine, assis à sa droite, hocha lentement la tête. Puis il ajouta « C'est le prix que paye celui qui veut libérer son peuple. Mais nous ne laisserons pas ce prix être payé seul. » Cette phrase n'était pas un discours. C'était un engagement. Et pour le matérialiser, un document fut signé ce jour-là, en toute discrétion. Un accord de coopération militaire renforcé entre la Russie et le Burkina Faso. Assistance technique. Protection rapprochée. Partage de renseignements. Et même, à terme, formation d'une unité spéciale mixte russo-burkinabé. Mais ce n'était pas tout. Au même moment, dans un autre bâtiment officiel, le président vénézuélien Nicolás Maduro, également présent à Moscou, rencontrait une délégation de l'AES. Il parlait fort, avec passion. Il dénonçait les forces impérialistes qui cherchent à tuer l'espoir dans l'œuf. Il proposait des échanges économiques directs, du pétrole contre des produits agricoles, de la technologie contre des minerais. Une nouvelle alliance était en train de naître. Pas sur la base de la domination ou du chantage, mais sur celle de la solidarité et du respect mutuel. Pendant ce temps, dans les rues de Moscou, certains jeunes Russes s'approchaient timidement du président Traoré. Ils voulaient une photo, un mot, un sourire. Il accepta, bien sûr. Car malgré le danger, malgré la fatigue, il savait que ces moments-là comptaient. Chaque main serrée, chaque regard échangé, était une petite victoire contre l'ombre qui avait failli l'emporter. Quand le convoi officiel quitta Moscou pour l'aéroport, le silence dans la voiture était lourd. Mais pas un silence de peur. Un silence de promesse. Car ce qui avait failli être un attentat s'était transformé en démonstration de force, en pacte discret mais puissant. Et même si le monde n'avait rien vu de l'opération secrète, ceux qui devaient comprendre avaient compris.
L'avion présidentiel burkinabé survolait déjà le ciel sahélien. À l'intérieur, le silence régnait. Ibrahim Traoré, assis près d'un hublot, regardait la terre rouge qui s'étendait à perte de vue. Il revenait d'un voyage diplomatique fort, mais aussi dangereux. Et s'il était encore en vie, c'était parce que la vigilance d'une nation alliée avait été plus rapide que la haine de ses ennemis. Depuis le décollage de Moscou, aucun communiqué officiel n'avait parlé de la tentative d'attentat. Tout avait été gardé secret. Seuls quelques membres de la délégation savaient ce qui s'était réellement passé. Les autres pensaient simplement que la sécurité avait été renforcée par précaution. Mais dans le cœur du président, il y avait plus que du soulagement. Il y avait une colère froide, discrète mais profonde. Pas une colère bruyante. Une colère silencieuse qui donne envie de bâtir plus vite, plus fort. Car il savait que tant que l'Afrique s'éveillera, ceux qui profitent de son sommeil tenteront toujours de l'endormir, par tous les moyens. Quand l'avion se posa sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou, le soleil frappait fort. Une chaleur sèche, familière, l'accueillait. Mais ce n'était pas la chaleur qui faisait trembler les soldats rassemblés pour l'accueillir. C'était le regard de leur président. Un regard grave, direct, chargé d'un message que personne n'osait formuler à haute voix. Le capitaine descendit les marches, entouré de son escorte rapprochée. À ses côtés, le commandant Zungrana, toujours droit comme un baobab, l'accompagnait, silencieux. Devant la foule, Traoré leva la main. Pas pour saluer, mais pour signaler que quelque chose avait changé. Les caméras de la RTB captèrent l'instant. Les journalistes attendaient une déclaration. Ils espéraient des mots sur le défilé à Moscou, sur les accords signés. Mais le président ne parla pas tout de suite. Ce n'est que dans la salle du Conseil, quelques heures plus tard, qu'il prit la parole devant son gouvernement réuni en urgence. Il ne cria pas. Il ne frappa pas la table. Il dit seulement « Nous ne sommes plus à l'abri, nulle part. Mais nous sommes plus forts que jamais. Ce qui s'est passé à Moscou est la preuve que nos ennemis sont prêts à tout, y compris à tuer pour nous empêcher de rêver. » Un silence lourd suivit. Puis il ajouta « Désormais, notre riposte sera la construction. Notre vengeance, ce sera la victoire de notre peuple. » Dans les jours qui suivirent, le gouvernement mit en place des mesures extraordinaires. Création d'un centre spécial de contre-espionnage pour identifier les réseaux hostiles. Formation d'une unité d'élite en lien direct avec les Russes. Lancement d'un projet accéléré de cybersécurité nationale avec l'aide technique de l'Iran. Dans les quartiers de Ouagadougou, les rumeurs circulaient. Certains parlaient d'un attentat évité de justesse. D'autres disaient que le président avait été protégé par les Russes au dernier moment. Mais personne ne savait vraiment. Et c'est exactement ce que voulait Traoré. Il ne cherchait pas la panique. Il voulait la concentration, le calme, la discipline. Car il le savait, l'ennemi allait frapper encore. Peut-être ici, peut-être ailleurs. Mais la prochaine fois, le Burkina ne sera pas seulement prêt à se défendre. Il sera prêt à contre-attaquer.